Bonjour à tous, donc bienvenue à cette séquence. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes travaux de recherche sur l'évaluation et la mise en œuvre de la sélection phénomique pour la sélection du béton. Donc, comme vous le disiez, c'est une thèse qui a été dirigée par Jacques Legouis, encadrée au niveau INRI par Renaud Vincent, et financée par deux entreprises, donc qui fait CIFRE, par Agroplantion, représentée par Jérôme Ogano, et par Florian Détré, représentée par Hélène Dumont-Dubuis. Donc, je vais commencer ma présentation par une introduction pour vous présenter le contexte dans lequel s'inscrit ma thèse et pour vous expliquer pourquoi on est venu à travailler sur la sélection phénomique finalement. Donc, tout d'abord, si je pars sur l'objet de l'étude qui est le blé, donc c'est une espèce qui a un intérêt économique majeur puisque c'est la troisième céréale la plus produite dans le monde après le maïs et le riz. Donc, en termes d'alimentation, elle apporte 20% des calories et des protéines consommées par l'alimentation humaine. Au niveau de la production mondiale, donc c'est la Chine qui est le leader sur le marché avec une production de 133 millions de tonnes produites annuellement sur la période 2016 et 2020. Et la France, elle, se situe à la 5e position avec 35 millions de tonnes produites. Donc au total, sur l'année 2020, c'est près de 760 millions de tonnes qui ont été produites en blé. Et donc pour la France, le blé, et plus particulièrement le blé tendre, c'est une espèce emblématique puisque c'est la première céréale produite avant le maïs et l'orge. Donc, elle est produite, le blé est produit sur toute la France avec différentes surfaces, plutôt des grosses surfaces dans le nord de la France et des surfaces plus réduites dans le sud, et avec en moyenne 69 quintaux par hectare en rendement sur les 2 ans. Donc, au niveau de son utilisation pour le blé tendre, donc c'est 50% pour le marché intérieur et 50% pour le marché extérieur, avec pour le marché intérieur une consommation pour l'alimentation humaine, pour l'alimentation aussi animale, et une utilisation pour la transformation industrielle. Donc 50%, ce que je disais, pour l'exportation à exportation. Donc la sélection du blé tendre, mais aussi l'agriculture de manière générale, connaît de nouveaux enjeux pour les années à venir, notamment l'enjeu de pouvoir nourrir 10 milliards d'humains d'ici 2050, avec aussi les enjeux de voir que les pays les plus peuplés, qui sont l'Inde et la Chine, commencent des changements dans leur régime alimentaire en adoptant des régimes avec l'ajout de la viande et du pain notamment. Et aussi, on a la contrainte d'avoir une possibilité limitée d'augmenter les surfaces cultivées, notamment pour les céréales. Donc, un des leviers possibles pour répondre à ces enjeux, ça va être d'augmenter les rendements des cultures. Et donc là, si on regarde par exemple en France, de l'évolution du rendement en blé tendre depuis les années 60 jusqu'aux années 2020, on peut voir assez facilement qu'on a effectivement une augmentation linéaire jusque dans le milieu des années 80, entre les années 90 et les années 2000, puis une stagnation au niveau de ce rendement. Donc, malgré le fait en fait, qu'on ait une sélection de nouvelles variétés qui sont plus performantes, donc on ait des progrès génétiques amenés par les sélectionneurs, ce progrès génétique en fait, va être contrebalancé par l'effet du changement climatique qui va augmenter la fréquence et l'intensité des stress subis par les cultures et aussi par l'effet des changements des pratiques culturelles puisqu'on on limite maintenant l'apport des intrants dans les cultures. Donc le sélectionneur, pour améliorer ces variétés, donc, il joue sur ce progrès génétique qui correspond à cette équation, qui correspond donc à l'intensité de la sélection, la précision de la sélection, l'écart-type génétique du caractère et aussi l'intervalle de génération. Donc, il va jouer sur ces paramètres pour augmenter le progrès génétique par cycle de sélection. Et un cycle de sélection correspond à plusieurs années d'amélioration de lignée. Donc, on part à la première année avec un croisement biparental pour le cas du blé tendre et plusieurs années d'autofécondation. Et c'est à partir de la 4e année ou la F4 qu'on va avoir les premières sélections phénotypiques qui sont faites, donc sur des critères visuels, comme la hauteur de la plante, la résistance aux maladies, ou des caractères plus de qualité, comme le taux de protéines de vie. Ensuite, vont suivre des années d'évaluation pour les essais, donc pour le rendement, donc en micro-parcelles d'essai, puis quelques années ensuite pour la sélection avancée pour l'obtention et l'obtention d'une nouvelle variété. Donc, ce schéma de sélection phénotypique est assez classique, mais en fait, il est long et coûteux, puisqu'il va falloir une dizaine d'années environ pour obtenir une nouvelle variété. Et ensuite, on a besoin d'observer nos lignées donc, dans des environnements, dans des parcelles. Donc, ça aussi, c'est un coût. Donc, ça va avoir comme impact de limiter le nombre de lignées en sélection. On va avoir moins de choix pour choisir les individus les plus transgressifs. Donc, ce qui a été proposé en 2001, c'est la sélection génomique, une méthode qui permet de prédire les performances des candidats qui sont non phénotypés, et cela sur la base des marqueurs moléculaires. Donc, c'est utilisé depuis une dizaine d'années environ en sélection végétale. Et donc, ça consiste en deux populations. Une population d'entraînement qui est génotypée et phénotypée, donc qui va entraîner ensuite un modèle de prédiction, et une population candidate qui est, elle, seulement génotypée. Grâce au modèle calibré, on va pouvoir prédire la valeur génétique ou les performances de cette population candidate. Et le sélectionneur va pouvoir faire sa sélection basée sur cette prédiction.
Donc, deux exemples d'avantages qu'on peut avoir de la sélection génomique par rapport à la sélection phénotypique, ça va être d'intensifier la sélection, on aura un plus grand choix d'individus parmi lesquels choisir les plus progressifs, et aussi réduire la durée des cycles de sélection en gagnant quelques années par rapport à un schéma de sélection classique. Seulement, voilà, la sélection génomique, elle n'est pas encore appliquée de manière systématique dans tous les programmes de sélection, sur toutes les espèces. Et ça, c'est parce que le sélectionneur doit trouver un équilibre entre le progrès génétique que offre la méthode et le coût aussi de son application. Et donc cet équilibre-là va limiter finalement l'application de la sélection génomique dans les programmes de sélection. Donc on s'est demandé par la suite si finalement il n'existait pas d'autres moyens de connecter le génotype à son phénotype, donc d'autres informations que les marqueurs moléculaires. Donc, un génotype peut mener à plusieurs phénotypes selon l'environnement dans lequel il est placé. Donc, on va aller s'intéresser finalement au système d'interaction et de régulation de l'absence, donc c'est-à-dire aux endophénotypes. Donc, ce sont des phénotypes secondaires, plus précisément des caractères moléculaires intermédiaires qui ne correspondent pas au phénotype final. Et donc, si on regarde au niveau des niveaux moléculaires, les endophénotypes correspondent à l'expression du génome, donc tout ce qui va être les transcrits, les protéines et les métabolites. Et donc, ces endophénotypes peuvent être utilisés dans des modèles de prédiction, comme ce qui est fait avec les marqueurs moléculaires. Donc, c'est ce qu'on a appelé les genomic-like phenotype-based prediction, puisque les endophénotypes sont mesurés une seule fois en conditions contrôlées. Et il a été montré dans la littérature que sur la prédiction des performances du maïs, ça faisait aussi bien que de la sélection des maïs. Encore une fois, l'équilibre entre le progrès génétique qu'on peut avoir avec ces méthodes et avec le coût de la méthode, ça va limiter l'application des endophénotypes dans les programmes de sélection, puisque acquérir ces données endophénotypiques, c'est très coûteux, c'est destructeur, il faut prélever des tissus, et ça ne peut pas être mis en place en haut débit à l'échelle du schéma de sélection. Donc, c'est ce qui m'amène finalement à la spectroscopie proche infrarouge. Donc, la spectroscopie proche infrarouge est une technique qui permet de mesurer la réflectance ou l'absorbance d'un échantillon à différentes longueurs d'onde. Cette absorbance, elle est elle-même liée à la présence des liaisons chimiques, donc indirectement aux liaisons chimiques qui constituent les métabolites, les protéines, et tout ce qui constitue la cellule finalement. Et aussi, ici, je vous ai représenté les spectres MIRS de blé tendre pris sur grain. Et donc, une couleur correspond à une variété. Donc, on voit bien, par exemple, si on se place à 1500 nanomètres, on distingue assez facilement, finalement, les variétés les unes des autres. Donc, ça a été montré que la spectroscopie proche infrarouge permet de capturer aussi de la similarité génétique entre les variétés, comme le feraient les endophénotypes. Et l'avantage majeur de l'avenir, c'est que ça va aussi avoir l'avantage d'être utilisé en routine par les sélectionneurs. Donc, ça a un coût très faible et c'est fait de manière haut débit. Donc, c'est fait notamment pour prédire le taux de protéines du vent. Donc, cette méthode, elle est non destructive, peu chère et de haut débit. Et en plus, elle capture de la variabilité génétique entre les variétés. Donc, c'est tout ce qui nous intéresse finalement pour nos modèles de prédiction. Donc, c'est ce qui a été fait par Vincent et al. En 2018, où ils ont utilisé donc, les longueurs d'onde à la place des marqueurs moléculaires dans une méthode qu'ils appellent la sélection phénomique. Et ils ont pu mettre en évidence qu'au niveau des prédictions des caractères comme le rendement ou la date d'épiaison chez le blé tendre, on est arrivé à avoir des capacités de prédiction qui étaient similaires, voire meilleures que celles qu'on pouvait avoir en sélection génomique. Donc, dans ce papier, ils ont présenté deux scénarios différents. Un scénario que j'appelle MEM6, où en fait l'acquisition des spectres se fait dans le même environnement que le phénotypage de la population de calibration. Donc, pour mener à bien de la sélection phénomique, on a besoin d'avoir la population candidate et la population de calibration qui sont présents dans le même environnement pour faire l'acquisition des spectres. Le phénotypage, lui, sera fait uniquement sur la population de calibration. Et avec ces deux types d'informations, on va pouvoir entraîner un modèle prédictif et prédire la performance de la population candidate dans ce même environnement. Maintenant, ils ont mis aussi en place un scénario de type globe où l'acquisition des spectres, elle, se fait dans un environnement différent des environnements de phénotypage. Donc, de la même manière, l'acquisition des spectres se fait dans le même environnement pour les deux populations. Et le phénotypage se fera uniquement sur la population de calibration dans différents sites qui sont déconnectés, différents environnements qui sont déconnectés de cet environnement de référence. Donc, de même, avec l'acquisition des spectres et le phénotypage acquis dans les différents environnements, on va pouvoir prédire la population candidate pour le caractère ciblé dans les différents environnements ciblés. Donc ça, c'est ce papier, donc une preuve de concept qui permet de montrer qu'effectivement, la sélection phénomique, elle a un intérêt énorme pour la sélection. Mais il y a beaucoup de questions qui restent en suspens finalement, puisque qu'en est-il finalement de l'utilisation de la sélection phénomique sur du matériel issu du programme de sélection? Ce qui a été utilisé comme matériel dans ce papier-là, c'est un panel élite de diversité, donc on est loin quand même de ce qu'on peut avoir en termes de lignes en sélection. Quels facteurs peuvent influencer les capacités de prédiction de la sélection phénomique?
puisque comme en sélection génomique, on a certains facteurs qui vont impacter les capacités de prédiction, est-ce que nous aussi on retrouve des facteurs qui influencent ces capacités de prédiction-là? Et qu'en est-il aussi des prédictions à l'échelle d'un réseau d'essais, puisque là, les prédictions ont été menées au sein d'un même environnement, donc qu'en est-il quand on se passe à l'échelle de plusieurs environnements et du réseau d'essais? Donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrit ma thèse. Donc, on avait pour objectif d'évaluer la sélection phénomique sur du matériel de sélection et de rendre compte de l'intérêt de la méthode dans les programmes de sélection. Donc, on s'est posé plusieurs questions tout au long de la thèse, à savoir si la sélection phénomique peut prédire correctement différents caractères agronomiques de matériel en sélection, si elle peut être une alternative à la sélection génomique dans les programmes de sélection, et enfin, à quelles étapes finalement est-ce qu'elle peut intervenir pour améliorer les liens génétiques des programmes. Donc, mes recherches se sont axées autour de 3 axes. Un premier axe qui était vraiment un axe de définition de la méthode, parce que c'était toute nouvelle, et donc on avait besoin de faire un tour un peu de la littérature pour voir ce qui avait été fait. Donc ça, c'est un axe que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui. Et sinon, 2 axes qui sont plus d'analyse, où là, dans un premier temps, je vais aller identifier les facteurs qui influencent les capacités de prédiction de la méthode dans le cadre de prédiction intra-environnementale, donc à l'échelle d'un environnement. Et ensuite, on se passera à une échelle plus grande, donc à l'échelle du réseau d'essais en prédiction environnementale, et on essaiera de modéliser l'effet de l'interaction génétique environnementale. Donc, au niveau du matériel de sélection que j'avais à disposition, donc, qui sont issus de différents programmes de sélection, j'avais donc à partir de la pépinière des specs qui ont été collectés sur les lignées. Ensuite, dès la F5, donc la première année d'essai, on aura des données de phénotypage et des acquisitions de specs. Et de même avec la F6, la deuxième année d'essai, des lignées. Donc, je vais regrouper les données selon 2 critères, selon le programme de sélection où elles sont issues, donc Horizon d'été ou agri-obtention minerais, et selon l'année d'évaluation pour le rendement, soit la première année, soit la deuxième année. Donc, au total, j'ai 4 sets différents qui sont composés de différentes lignées et différents environnements. Donc, pour avoir une vue rapide des données, donc, chaque set est composé d'un certain nombre d'environnements, donc toujours inférieur à 10 environnements, avec des lignées qui ont été phénotypées, donc entre 600 et une centaine, et phénotypées pour le rendement ou la date de piéton. Donc, pour comparer sélection génomique et sélection phénomique, je vais aussi avoir besoin de génotypage et de spectromir. Donc, ça a été fait par les entreprises. Donc, pour le génotypage, ce sont des plus 35 cas qui ont été utilisés. Donc, après filtration des marqueurs moléculaires, je me retrouve avec entre 6 000 et 20 000 marqueurs selon le set considéré. Et ces marqueurs moléculaires vont être utilisés pour calculer une matrice d'apparentement entre individus. De la même manière avec le spectromir, donc, qui a été fait par les entreprises, donc les spectres sont pris dans le visible ou le proche infrarouge ou uniquement dans le proche infrarouge ici, donc sur farine et grain. Donc les spectres ont été pré-traités pour éliminer le bruit qui était lié à la mesure. Et avec ces spectres pré-traités, j'ai calculé une matrice de similarité entre individus. Donc entre sélection génomique et sélection phénomique, je me retrouve avec la même matrice, enfin une matrice, en tout cas le même produit, la matrice d'apparentement, qui est soit calculée sur la base des marqueurs moléculaires, soit calculée sur la base des spectres. Donc maintenant, je vous ai présenté ça. Donc, le premier axe, qui était à savoir quels sont les facteurs qui influencent les capacités de prédiction de la sélection phénomique. Donc, dans cet axe, on voulait dans un premier temps tester la sélection phénomique sur du matériau de sélection et la comparer à la sélection génomique, ce qui n'avait pas encore été fait. Et dans un deuxième temps, essayer d'identifier les facteurs qui influencent donc, les capacités de prédiction. Sachant qu'en sélection génomique, donc, on a un certain nombre de facteurs. Donc, là, c'est une liste non exhaustive. On a par exemple l'architecture génétique du caractère, son immutabilité, la densité de marqueurs, la taille et la composition du jeu de calibration, ou encore le modèle prédictif. Donc ça, c'est des facteurs qui influencent. Est-ce que ces facteurs-là qu'on retrouve en sélection génomique, on les retrouve aussi en sélection phénomique? Et à la différence des marqueurs moléculaires, le nôtre, ça a quand même la particularité de dépendre à la fois du génotype, de l'environnement, et aussi de l'expression du génotype dans son environnement. Donc, est-ce qu'on a des facteurs comme l'effet de l'environnement, le stade de croissance, ou encore le tissu pris pour l'échantillon, qui vont impacter les capacités de prédiction. Donc, on a des facteurs qui sont, eux, spécifiques à la sélection phénomique qui interviennent à ces capacités de prédiction. Donc, pour répondre à ces différentes questions, j'ai utilisé 2 types de modèles qui sont EVBlock ou équivalents à obtenir ce HBlock, donc qui tiennent compte d'un effet soit polygénique aléatoire qui est une loi normale et qui est une matrice de variance K, donc la matrice calculée, de similarité calculée avec les marqueurs moléculaires, soit pour le HBlock, donc avec la sélection phénomique, un effet génétique aléatoire, avec de même la matrice de similarité qui est LH calculée sur les spectres. Donc ces modèles, je les ai mis en place dans un scénario au sein d'un environnement. Donc ce système qu'on a mis en place, c'est une validation croisée avec 1/5 des génotypes qui vont constituer le jeu de validation, donc qui n'auront pas de données de phénotypage, et les 4/5 qui constitueront le jeu de calibration. On répète ça 25 fois et ensuite on calcule une capacité de prédiction qui est la moyenne
des différentes validations croisées de la répétition qui correspondent en fait à la corrélation entre le phénotype observé et le phénotype prédit. Donc, une fois que ça s'est mis en place, on s'est posé la question finalement en premier temps, quel était l'impact de l'origine des spectres sur les capacités de prédiction. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans un schéma de sélection, une lignée allait passer au NIRS plusieurs fois, chaque année à partir de la F4. Donc, on va avoir des spectres dès la tête binaire et on aura ensuite, toutes les années d'essai, on aura de l'acquisition de spectres. Donc, si je veux si je veux mettre en place la prédiction phénomique sur cet environnement-là, avec cette population de calibration, donc je vais avoir besoin de phénotypage. Donc, dans cet environnement, on va phénotyper notre population de calibration. Et la question qu'on se pose, c'est quel spectre est-ce qu'on doit utiliser dans ces cas-là pour calibrer notre modèle. Donc, soit on a à la disposition le spectre S, donc, qui est le spectre issu du même environnement que l'environnement de prédiction, soit on aura le spectre D qui est issu d'un site différent, donc qui provient de la même année que le phénotypage, ou soit on peut remonter plus en amont avec le spectre Y qui est prêt l'année antérieure. Donc, avec ces différents spectres, j'ai calibré différents modèles Y, S et D. Et avec les spectres équivalents pour la population à prédire, on va pouvoir prédire le caractère qui nous intéresse avec ces différents modèles. La seconde question qu'on se pose, c'est si finalement on a tous ces spectres à disposition, est-ce que ce n'est pas possible de l'utiliser dans un seul et unique modèle pour tenir compte de toute l'information qu'on a sur l'ensemble du schéma. Donc, tout d'abord, si on commence avec les modèles single NIRS, donc qui tiennent compte d'un seul spectre à la fois, j'ai mis ici le modèle S et le modèle D, le modèle Y qui sont équivalents au niveau des résultats au modèle D. Donc, ici, je vais représenter des bottes à moustache avec la barre horizontale qui correspond à la moyenne de capacité de production, et c'est représenté par 7. Donc, si on regarde pour le rendement ici, on voit bien que le modèle S est toujours très supérieur en termes de capacité de prédiction au modèle D. Maintenant, si on regarde au niveau de la date de liaison, on a des moyennes de capacité de prédiction qui sont équivalentes entre les modèles. Donc, on voit déjà qu'on a une différence en fonction du caractère que l'on veut prédire. On ne va pas forcément utiliser le même modèle pour faire nos prédictions. Maintenant, si on regarde le modèle multi-NIRS, qui combine à la fois le spectre S et le spectre D, donc ici en orange, on voit que pour le rendement, il fait aussi bien que le modèle S, voire légèrement mieux donc pour la prédiction du rendement. Et pour la prédiction de la date des liaison, on est nettement supérieur à utiliser le modèle qui combine les deux spectres. Donc, a priori, il serait plus intéressant d'utiliser un modèle multi-NIRS qui combine toute l'information plutôt qu'un modèle single NIRS avec un seul spectre. Donc, la question qui vient ensuite, c'est savoir si effectivement on doit combiner les spectres, combien de spectres est-ce qu'on doit avoir pour obtenir les meilleures capacités de prédiction. Donc, ici, je me place dans le cas où je dispose du spectre S, donc qui est le même spectre, le spectre issu du même environnement que le phénotypage. Et je vais ainsi rajouter au fur et à mesure des spectres soit issus de différents sites ou soit d'une année différente. Donc, on voit ici pour le rendement que l'évolution, elle est pas très importante, en tout cas quand on rajoute des spectres au fur et à mesure et qu'on obtient très vite un plateau, voire en termes de capacité de prédiction. Légèrement. Pour la date d'épuisement, par contre, ajouter des spectres au spectre S, ça améliore nettement nos capacités de prédiction. Et on imagine même ici qu'on pourrait avoir un plateau bientôt, donc si on rajoutait encore d'autres spectres. Donc ça, on peut l'expliquer, une hypothèse en tout cas pour ça, c'est à savoir que le rendement, la variance du rendement, elle est influencée par deux effets, par l'effet de la génotype, l'effet du génotype, mais aussi l'effet de l'interaction génotype-environnement. Et cet effet d'interaction génotype-environnement, il est assez conséquent, et en fait, c'est seulement le spectre S qui est capable de capter l'expression du génome dans l'environnement dont on a le phénotypage, dont on a le rendement. Donc, ajouter d'autres spectres issus de d'autres sites ou d'autres années, ça va être moins informatif, et donc on ne va pas pouvoir améliorer nos capacités de prédiction. Alors que pour la date de liaison, c'est principalement l'effet génétique qui est l'effet principal, et donc les autres environnements où les spectres sont issus vont aussi apporter de l'information génétique, et c'est pour ça qu'on arrive à augmenter nos capacités de prédiction. On le voit bien ici sur les corrélations entre environnements pour la date de liaison, donc l'ancienne supérieure. Tous les environnements sont très corrélés entre eux pour la date de liaison. Donc, l'expression du génotype dans les environnements, il sera quasiment la même dans chacun des environnements. Donc, dans l'ensemble, on note une grande différence finalement en fonction du caractère que l'on veut prédire. Donc, des caractères qui ont des structures génétiques différentes, avec le rendement qui a un caractère complexe gouverné par un très grand nombre de gènes, et la date de liaison qui a un caractère très héritable gouverné par quelques gènes majeurs. Donc, deux spectres semblent être un bon compromis pour composer notre modèle multi-NIRS. Donc, par la suite, dans ce texte-là, je conserverai que le modèle multi-NIRS pour la sélection clinique.
Maintenant, la dernière question qu'on avait sur cet axe-là, c'est de comparer la sélection génomique et la sélection phénomique sur notre matériel de sélection. Donc, vous avez en bleu la sélection génomique et en orange la sélection phénomique. Donc, si on regarde en termes de capacité de prédiction, on voit que dans la plupart des sets, la sélection phénomique fait aussi bien que la sélection génomique pour la prédiction des rendements. Et ici, pour la date de piéson, on a des capacités de prédiction moyennes qui sont quand même légèrement, enfin, très supérieures, légèrement supérieures pour la sélection phénomique. Donc, c'est un premier résultat qui est très encourageant pour montrer que finalement, avec la sélection phénomique, en tout cas, on ne perd pas tant que ça en termes de capacité de prédiction si on doit perdre. Et on peut même gagner par rapport à la sélection génomique. Maintenant, de la même manière, quand j'avais développé mon modèle Notinière sur une combinaison de différents spectres, on se dit, bah, si on a l'information disponible à la fois les marqueurs moléculaires et les spectres linéaires, est-ce que c'est pas intéressant de les utiliser aussi dans un seul et même modèle pour tenir compte de cette information qui peut être complémentaire? Donc, c'est le modèle GFBlock ici, où on retrouve l'effet polygénique et l'effet génétique aléatoire ici, GW. Donc, ce modèle violet ici, donc, si on arrive à voir ici la capacité de prédiction moyenne, elle est bien supérieure par rapport à la sélection génomique ou à la sélection phénomique. En fait, ça, c'est le cas, quel que soit le caractère que l'on considère, quel que soit le set aussi que l'on considère. On va toujours gagner en capacité de prédiction, et au moins, on ne fait pas moins bien que le meilleur des deux modèles. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que si le sélectionneur a à disposition les deux types d'informations, eh bien, ce serait très encourageant pour lui de les utiliser dans un seul et même modèle. Donc pour conclure sur cette première partie, j'ai représenté ici les différents facteurs que je vous ai représentés. Donc l'origine environnementale des spectres qui va influencer les capacités de prédiction de la méthode, l'effet de l'interaction GCREUS sur le caractère que l'on veut traiter, par exemple entre le rendement et la date des piézons, où l'effet d'interaction n'est pas le même en fonction du caractère, et le nombre de spectres que l'on va combiner dans notre modèle, mais qui ne donnent pas forcément les mêmes capacités de prédiction. Dans ma thèse, j'ai pu tester aussi d'autres facteurs, comme l'héritabilité des spectres, le type de modèle que l'on va utiliser pour faire nos prédictions, et aussi la taille et la composition du jeu de calibration, qui est un facteur qu'on retrouve aussi en sélection génomique. Et finalement, dans la littérature, il y a d'autres facteurs qui influencent. Donc, le tissu qu'on va considérer, si on fait les spectres sur feuilles, sur épis ou sur grains, le stade de croissance sur lequel on va faire l'acquisition des spectres, et des facteurs qu'on retrouve aussi en sélection génomique, l'architecture génétique et l'héritabilité du caractère. Donc, après avoir vu ces capacités de prédiction à l'échelle intra-environnementale, on va maintenant se passer à l'échelle du réseau d'essais et donc devoir prendre en compte potentiellement les effets d'interaction génotype-environnement. Donc, notre question qu'on a sur cet axe-là, c'est de savoir si les spectres sont utiles pour mieux prédire l'interaction génotype-environnement. Donc, dans un réseau d'essais, le phénotype est soumis à l'effet d'interaction entre le génotype et l'environnement. Donc, les sélectionneurs mettent en place différentes microparcelles d'essais dans différents environnements, par exemple en France, pour pouvoir bien caractériser leurs futures variétés. Puisqu'en fait, c'est ce qui est représenté ici, le classement des variétés il va varier d'un environnement à l'autre s'il y a des effets d'interaction. Par exemple, dans l'environnement 1, ici, c'est la variété 1 qui est la meilleure variété, et inversement, dans l'environnement 2, c'est la variété 1 qui sera bien meilleure que la variété 1. Donc, c'est important pour eux de caractériser les lignes avec ces effets-là. Et donc, si on regarde au niveau de la décomposition de la variance avec les différents effets qui peuvent intervenir sur la variance du caractère, pour la date de piéson, on voit bien ici dans ce cas-là que c'est l'effet génétique qui est l'effet le plus fort par rapport à l'effet d'interaction qui est très faible. Alors que pour le rendement, c'est bien l'effet d'interaction GCREUS qui a le plus d'effet sur la variance du caractère par rapport à l'effet génétique. Donc en sélection génomique, ça a été montré qu'effectivement, prendre en compte l'effet d'interaction GCREUS dans le modèle prédictif, ça améliore les capacités de prédiction du modèle. Par contre, on se retrouve limité finalement dans ces capacités de prédiction qui sont demandées, puisqu'en fait, les marqueurs moléculaires dépendent uniquement du génotype et ne captent pas l'information sur les potentiels d'interaction. Donc, est-ce que finalement, avec les spectromètres qui dépendent à la fois du génotype, de l'environnement et de l'interaction génotype-environnement, c'est pas à même de mieux prédire cet effet d'interaction? Donc, pour répondre à ces différentes questions autour du GCREUS, j'ai ciblé certains jeux de données qui répondaient à différents critères, à savoir que j'avais besoin de jeux de données qui ont au moins 2 environnements avec de l'acquisition de spectres pour faire des prédictions environnementales, et aussi des environnements dans lesquels il y avait au moins une centaine de lignées génotypées et phénotypées. Donc au total, j'ai 4 jeux de données différents, donc 2 avec 2 environnements qui constituent le réseau d'essai, 1 avec 3 environnements et 1 avec 4 environnements. Pareil, j'ai représenté les corrélations entre environnements ici pour la date de piéson dans le triangle supérieur et pour le rendement dans le triangle inférieur. Donc, on voit bien que pour chacun des jeux de données, pour la date de piéson, en tout cas, les environnements sont très corrélés entre eux
pour ce caractère. Donc, on va un peu le mettre de côté. Ça ne va pas nous intéresser ici pour ces questions de G3E. Et par contre, pour la corrélation entre environnements, on voit que celle-ci est faible à moyenne entre environnements dans les différents jeux de données. Donc, on va se focaliser uniquement sur le rendement dans cette partie-là. Et donc, pour répondre à ces questions autour du G3E, donc j'ai mis en place des scénarios de prédiction qui simulent le dispositif que pourraient mettre en place les sélectionneurs, c'est-à-dire un premier scénario de sparse testing où tous les génotypes ne sont pas phénotypés dans tous les environnements. Donc, ça permet de réduire soit la taille des parcelles, ou alors quand la quantité de grains est insuffisante, ça quand même permet d'avoir de l'information sur les génotypes dans tous les environnements. Et un scénario nouveau génotype, où on se place dans le cas où un génotype n'a jamais été phénotypé dans le réseau d'essai, donc on n'a aucune information sur lui concernant le caractère qui nous intéresse. Donc dans ces deux scénarios aussi, on se place dans le cas où on a quand même l'acquisition des spectres qui est faite sur les génotypes qui ne sont pas phénotypés. Et ça, c'est possible si, en parallèle des essais, on met en place une pépinière sur laquelle on fait l'acquisition des spectres pour tous les génotypes. Ensuite, on va faire un dernier scénario qui est un peu plus ambitieux, que j'appelle environnement de référence, dans lequel on a un environnement de référence où tous les génotypes sont phénotypés et on a une acquisition de spectres. Puis, dans les environnements suivants, on aura du sparse testing avec des génotypes qui ne sont pas phénotypés. Et cette fois-ci, nous n'aurons pas de spectre non plus de collecter. Donc là, on a deux niveaux. On va devoir, dans un premier temps, prédire les spectres qui sont manquants. Puis, avec ces spectres prédits, on va prédire le rendement pour les génotypes qui ne sont pas phénotypés. Donc, au niveau des modèles que j'ai utilisés pour cette partie-là, donc on retrouve toujours les modèles de génomique avec des modèles, enfin un modèle sans effet d'interaction et un modèle avec des effets d'interaction génotype-environnement. Des modèles de sélection phénomique, donc single-NIRS et multi-NIRS, et des modèles multiomiques qui combinent à la fois les effets avec les marqueurs moléculaires et les effets avec les spectres uniques. Donc, concernant le scénario sparse testing, tout d'abord, si on se concentre sur les modèles sans effet d'interaction, entre génomique et phénomique, avec le single NIRS et le multi-NIRS. Donc ici, vous avez les résultats de moyenne de prédiction par set. On va regarder surtout la moyenne sur l'ensemble des sets, donc sur l'ensemble des jeux de données. Donc on peut voir ici qu'en termes de capacité de prédiction, il est très similaire entre les différents modèles, que ce soit en génomique ou en phénomique. Donc c'est un résultat qu'on retrouve aussi précédemment dans les prédictions intra-environnementales. Et maintenant, si on regarde les modèles qui tiennent compte de l'effet d'interaction, donc là, on passe à 0,44 pour la sélection génomique. Et ici, dans le multi-NIRS, on passe à 0,45. Donc, ajouter ce terme d'interaction, effectivement, ça permet d'augmenter les capacités de prédiction du modèle. Par contre, on a un résultat qui est peut-être un peu décevant par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre, puisque si vous regardez, donc on est à 0,45 ici en phénomique et 0,44 ici en génomique. Donc, finalement, modéliser l'interaction avec les marqueurs moléculaires ou avec les spectres NIRS, bah, ça nous apporte à peu près la même information et la même capacité de prédiction. Maintenant, si on regarde le modèle multiomique qui combine à la fois les marqueurs moléculaires et les spectres NIRS, donc celui le plus complexe qui tient compte de tous les effets, donc on est à 0,54, donc on a quand même une très bonne capacité de prédiction de rendement avec ce modèle-ci. Donc je ne vais pas vous présenter les résultats du scénario nouveau génotype parce qu'on a à peu près les mêmes tendances qui sont en termes de capacité de prédiction. Et du coup, on va passer directement au scénario environnement de référence, dans lequel on va d'abord, dans un premier temps, prédire les spectres manquants. Donc, pour faire cette prédiction, j'ai utilisé une régression multivariée pondérée pour prédire les spectres manquants dans ces différents environnements à l'aide des informations que j'avais entre les génotypes ici, qui ont chacun un spectre de collecté dans cet environnement de référence. Et donc ici, vous avez le modèle optimum, c'est-à-dire que c'est la capacité de prédiction qu'on a quand on utilise les vrais spectres, les spectres qui ont été collectés dans les différents environnements. Donc, elle est ici de 0,35. Et maintenant, si j'utilise le modèle où on a prédit les spectres, et ben, la prédiction du rendement, elle passe à 0,26. Donc, effectivement, on n'atteint pas encore notre optimum espéré en utilisant les spectres NIR prédits. Donc, on peut encore faire des progrès, en tout cas, là-dessus, sur ces prédictions de spectres. Et donc, est-ce que c'est quand même intéressant d'utiliser la prédiction de spectres par rapport à un modèle qui tient compte que d'un seul spectre, qui est celui issu de l'environnement de référence? Là, on est en termes de capacité de prédiction, on est sur la même capacité de prédiction, donc ça fait pas moins bien déjà, donc c'est une bonne nouvelle. Mais ça fait pas mieux non plus. Et maintenant, si on regarde par rapport à la sélection génomique, on est légèrement inférieur avec la phénomique ici à 0,26 au lieu de 0,32 en génomique. De même, si on regarde avec les effets d'interaction, donc on retrouve toujours la même chose avec des petites prédictions qui sont meilleures en intégrant l'effet d'interaction génotype-environnement. Donc en génomique, on est à 0,44 et avec la phénomique, on est à 0,33. On est légèrement mieux qu'en utilisant qu'un seul spectre.
Donc, clairement, il va falloir qu'on améliore ces méthodes de prédiction des spectres, mais c'est déjà très encourageant parce que ça va permettre de lever des difficultés avec l'acquisition des spectres NIR. Et maintenant, finalement, si on regarde la multiomique, c'est toujours là où on a les NIR capacités de prédiction. Donc, quel que soit le scénario dans lequel aussi on veut faire nos prédictions, quel que soit le dispositif, c'est toujours le multiomique qui fonctionne le mieux. Donc, pour conclure sur cette partie, si on reprend la question de savoir si la sélection génomique peut être une alternative à la sélection génomique dans les programmes de sélection du béton. Donc, on a montré que la sélection génomique était aussi bien que la sélection génomique en termes de capacité de prédiction. Ce sont toujours les modèles multiomiques qui fonctionnent le mieux, donc combiner les deux types d'informations, entre les spectres et les marqueurs moléculaires. Et qu'en plus, avec la prédiction de spectres, on peut faciliter l'implantation de la méthode, puisqu'on n'a pas besoin de mettre en place un dispositif en parallèle des essais pour faire l'acquisition des spectres. Donc cette étude-là, elle a quand même des limites, parce qu'on a quand même un résultat qui est très mitigé sur l'apport des NIR pour modéliser l'interaction génétique-environnement. Donc ça, est-ce que ça ne pourrait pas être lié aux données, parce qu'on a quand même des données avec très peu d'environnement, ou alors qui sont assez corrélées, en tout cas, pour la décennie. Donc il faudrait tester ces analyses-là sur des plus gros jeux de données avec plus d'environnement et peut-être aussi plus de données. On a aussi des limites concernant la modélisation du GCRE qui nécessite du coup d'avoir l'ensemble des spectres pris sur tous les génotypes, donc tous les environnements, et une problématique par rapport à ce qui est fait en sélection génomique, où généralement, avec l'acquisition du génotypage et du génotypage, on enrichit tous les ans un jeu de calibration pour améliorer notre modèle. Sauf qu'ici, on n'est pas dans la capacité de le faire avec des spectres qui sont pris tous les ans sur des lignées différentes, puisque la base environnementale dans laquelle est pris les spectres, ça va changer d'une année à l'autre. Donc, la prédiction multivariée des spectres, c'est un début de réponse à ces problématiques-là pour essayer de faciliter l'utilisation de la sélection clinique dans ces cas-là. Et au niveau des pistes d'amélioration qu'on peut voir sur cette modélisation de GCRE, c'est finalement plutôt qu'essayer à tout prix de modéliser le GCRE dans les modèles, ce serait plutôt de classifier les environnements pour faire des groupes d'environnements qui se ressemblent et faire des prédictions au sein de ces groupes, donc où l'interaction GCRE elle sera minimisée. Et donc, pour essayer de faire ça, on pourrait caractériser les environnements au travers des spectres, parce que les spectres tiennent compte aussi de l'information environnementale. Donc, on pourrait trouver des génotypes révélateurs, donc un petit groupe de génotypes qui permettrait de faire une bonne caractérisation de ces environnements. Donc, pour finir, donc avec tous les résultats que je vous ai présentés ici, je vais les remettre en perspective dans une discussion générale pour finalement faire un bilan de ce qu'on a pu trouver et sur l'utilisation de la sélection phénomique dans les programmes de sélection. Donc, si on reprend les questions avec savoir si la sélection phénomique peut prédire correctement différents caractères agronomiques de matériel en sélection. Donc, on a vu que sur l'ensemble des données, donc avec les différents scénarios que je vous ai présentés, la capacité de prédiction du rendement est comprise entre 0,22 et 0,44. Donc, la capacité de prédiction elle diminue fortement dans des scénarios assez complexes où peu d'informations est disponible. Et pour la date d'épuisement, elle se situe entre 0,57 et 0,68. Donc, on est quand même à même d'utiliser la sélection phénomique dans les programmes de sélection. Est-ce que maintenant, ça peut être une alternative à la sélection génomique dans les programmes de sélection de défense? En termes de capacité de prédiction, donc sur tous les jeux de données, tous les scénarios que j'ai pu tester, on peut voir que la sélection phénomique, elle fait toujours aussi bien que la sélection génomique pour les deux caractères, et que le multiomique, encore une fois, ça donne de meilleures capacités de prédiction en moyenne par rapport au modèle juste de sélection phénomique ou sélection génomique. Et maintenant, il y a un aspect qu'on voulait aborder, c'est on parle toujours en termes de capacité de prédiction, mais comme je vous disais en introduction, ça va aussi dépendre du coût de la méthode. Donc, on a voulu faire des simulations de gains génétiques obtenus par la sélection génomique ou la sélection phénomique. Donc, pour ça, on se fixait un budget de 50 000 € donc pour le génotypage ou pour l'acquisition des spectres. Et on va vouloir sélectionner 250 individus avec notre méthode de sélection. Ce qu'on fait, c'est qu'on simule la vraie valeur génétique et la valeur prédite des individus. Et on va en fait, le gain génétique va être en fait la moyenne des valeurs génétiques des 250 individus qu'on aura sélectionnés sur la base des prédictions. Donc sur les graphiques ici, ce qui est représenté, c'est pas le gain génétique en pourcentage, mais c'est le gain plutôt à utiliser la sélection phénomique au lieu de la sélection génomique. Et donc ce qui est représenté en abscisse, c'est la fiabilité qu'on obtient en sélection génomique et la fiabilité qu'on obtient en sélection génomique et en sélection phénomique aussi. Donc, je vais replacer les différentes fiabilités que j'avais obtenues dans les prédictions intra-environnementales, donc en noir pour le rendement et en blanc pour la date d'éclosion. Et donc, on voit qu'il y a deux paramètres qui varient ici. C'est le coût de génotypage. Donc, on a un scénario où on a un coût de génotypage assez élevé de 20 € et un coût de génotypage de 10 €, avec un coût fixe d'acquisition des NIR de 2 €. Donc, si on se place dans ce cadre ici,
on voit bien que la plupart des points se situent donc entre 1 et 100% de gain, donc à utiliser la sélection phénomique plutôt que la sélection génomique. Et forcément, quand le coût de génotypage va diminuer, on va perdre en termes de gains, mais on est toujours positif, c'est-à-dire qu'on est plus intéressant d'utiliser la sélection phénomique plutôt que la sélection génomique, c'est l'apport par gain génétique plus important. Finalement, on voulait voir à quels endroits pouvait intervenir la sélection phénomique dans les programmes de sélection. Donc, j'ai mis ici un schéma de sélection phénotypique avec un croisement initial d'année 1 des parents, puis des années de bug, puis de pépinière et les essais pour le rendement, avec une sélection des parents à l'année 6. Et donc, si on regarde où peut intervenir la sélection phénomique, donc il y a un dispositif qui est très peu coûteux pour les sélectionneurs et qui peut être facilement mis en place, donc avec une sélection phénomique appliquée dès la pépinière, puisque c'est là qu'on a l'acquisition des premiers spectres. Donc, on pourrait imaginer calibrer le modèle avec des F5 qui en sont en essai et qui sont généralement en essai sur le même site que la pépinière. Donc, on pourrait ainsi faire nos prédictions phénomiques sur ce matériel. Donc, on aurait des informations de rendement qui seraient plus tôt dans le schéma, donc une année plus tôt. Et en F5, passer directement sur des prédictions multi-environnementales. Avec le scénario que je vous ai montré de sparse testing, on n'a pas besoin d'avoir tous les génotypes dans tous les environnements. Et en plus, on peut faire la prédiction des spectres avec la régression en multivariate. Donc, avec ce schéma-là, on gagne une année de sélection par rapport à un schéma de sélection classique. Maintenant, un schéma un peu plus coûteux qui va combiner différentes méthodes. Donc, cette fois-ci, pour l'année 2, ce sera un peu particulier. On aura des générations de SSD, donc des générations de descendance monogrène. On sélectionne un grain par plan, donc français. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est déjà mettre en place une sélection assistée par marqueur. On va prendre quelques marqueurs qui permettent de trouver les individus qui ont les mauvaises combinaisons alléliques pour des caractères très véritables, et donc éliminer les individus qui n'ont pas les bonnes combinaisons alléliques. Puis, en pépinière, mettre en place du génotypage et l'acquisition des spectres pour faire de la sélection multi-unique, sachant que ça va être plus coûteux puisque là, il faut génotyper un certain nombre, plusieurs milliers de lignées. Mais ce génotypage, il peut être aussi réinvesti pour de la prédiction de croisement et en fait pouvoir trouver les futurs parents qui constitueront les nouveaux cycles de sélection. Et pareil, en F5, mettre en place de la sélection phénomique ou de la sélection multi-unique si on réinvestit le génotypage qui a été fait en F4. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait avoir comme schéma qui est un peu plus coûteux, mais aussi qui apportera de meilleures capacités de prédiction. Donc pour conclure sur cette thèse, j'ai remis ici un schéma de sélection, donc cette fois-ci qui est à l'envers. En fait, on se rend compte que nous, on a travaillé surtout à la fin du schéma, à une partie avancée du schéma de sélection, donc sur des F6 et des F5. Donc on a pu montrer un certain nombre de choses sur la sélection féminine et qu'elle avait son intérêt en sélection. Donc il serait intéressant de pouvoir s'intéresser à des étapes plus en amont de la sélection où la sélection féminine pourrait aussi intervenir. Donc vérifier déjà qu'en F4, on est bien capable d'avoir des bonnes capacités de prédiction sur ce matériel en pépinière. Puis pourquoi pas intervenir en F2 ou F3 où finalement la sélection elle est très faible, hein, on n'a pas beaucoup d'informations sur les caractères agronomiques qui nous intéressent. Donc le tri il est pas très fort à ces étapes-là et il y a beaucoup d'individus qui sont au champ ou en serre. Donc pourquoi pas intervenir ici? Donc ça pose différentes questions. Savoir que par exemple quel peut être l'effet de la distance génétique entre la population de calibration et la population de sélection, sachant que si on a des individus qui sont ici en sélection, la population qui va servir à la calibration, ce sont des F5, des F6, donc qui sont issus de d'autres types de sélection, issus de d'autres croisements. Quelle peut être la capacité de prédiction donc sur un grain unique ou sur une faible quantité de grains? Quel tissu aussi, en fonction du tissu qu'on va considérer, quelles sont les capacités de prédiction qu'on peut obtenir? Et enfin, si on prend aussi en conditions contrôlées, parce que la serre, ça donne des conditions qui sont bien différentes de celles qu'on peut avoir au champ. Finalement, on peut même intervenir plus tôt en caractérisant des panels de diversité, donc en pré-breeding, pour essayer de caractériser des matériels qui est généralement pas très caractérisés pour les caractères agronomiques. Donc, ça me permettrait déjà de cibler des individus qui ont peut-être des bonnes capacités pour le rendement ou pour d'autres caractères qui m'intéressent. Donc, caractériser ces ressources génétiques qui ne sont pas améliorées. Et finalement, un dernier point, c'est de pouvoir réussir à constituer une calibration qui est enrichie chaque année avec des données de spectres, sachant qu'on a toujours cette contrainte que les spectres doivent être pris dans un même environnement pour toutes les lignées, pour pouvoir calculer ces similarités entre génétiques. Donc, merci pour votre attention. J'aimerais remercier le GEDEC qui m'a accueilli ici au début de ma thèse et le Moulon qui m'a accueilli pour la deuxième moitié. Les unités expérimentales de Rennes, Clermont-Ferrand, extrêmement le Moulon pour les données qu'ils nous fournissent, pour les discussions qu'on a pu avoir sur leur programme. Merci à Agriobtention, donc Jérôme Ogano, Olivier Gardet, Laure Duchalet pour leur temps, leurs données et pour aussi l'explication du programme.
Donc, chez Florimond Després, merci à Hélène Gounement-Duguet et Thierry Martet qui m'ont aidé aussi avec les spectres et les données. Merci à vous, membres du jury, donc, pour avoir pris le temps donc, de lire mon manuscrit et de m'écouter aujourd'hui. Et merci aussi aux membres des comités de thèse qui m'ont suivi tout au long de ma thèse, donc Sophie Boucher, Vincent Spivara et Martin Caron. Merci à vous et je serai très contente de répondre à vos questions.